Chers téléspectateurs de TV Liberté, bonjour et bienvenue dans Passé Présent, votre émission historique proposée en partenariat avec la revue d'histoire européenne. Cette semaine, nous poursuivons notre exploration des rapports entre les États-Unis d'Amérique et la guerre. Rapports étroits, puisque nous le rappelions, en 247 ans d'existence, l'armée américaine n'a connu que 20 ans de paix et est intervenue plus de 400 fois dans le monde entier. Cette manie, si je puis dire, de faire la guerre un peu partout, toujours c'est logique pour défendre leurs intérêts, date de la naissance de la nation américaine. Et nous allons aujourd'hui voir le 19e siècle, période durant laquelle les USA ont affirmé leur présence dans leur sphère d'influence directe, aux frontières terrestres comme dans les zones maritimes. Pour nous en parler, nous avons invité Sylvain Roussillon qui, dans le dossier de la revue d'histoire européenne, signe l'article « Le 19e siècle américain, de la vocation continentale à la domination mondiale ». Sylvain Roussillon, bonjour. Bonjour. Vous êtes un auteur prolifique que les téléspectateurs de TV Liberté connaissent bien. Président de l'ICEP à Lyon, vous avez également publié plusieurs écrits consacrés à des thématiques historiques modernes. Vos deux derniers ouvrages datent de 2021 et traitent l'un de l'épopée coloniale allemande, paru chez Via Romana, l'autre des fascismes russes, paru chez Ars Magna. Et plus proche de notre sujet, paru en 2020 chez Bernard Giovannangeli, un livre sur la guerre de 1812 qui opposa les États-Unis à leur ancienne métropole, l'Angleterre. Guerre que vous qualifiez de seconde guerre d'indépendance. Donc nous allons commencer par celle-ci. Alors est-ce que l'on peut dire qu'à l'image finalement d'un ado révolté, les USA ont eu du mal à se séparer de la mère patrie et que cette guerre a été nécessaire pour acter véritablement l'indépendance? Alors, énormément en effet. Tout le monde connaît peu ou prou les dates de la guerre d'indépendance. 1774, indépendance proclamée en 1776, fin de la guerre avec le traité de Paris en 1783. Bon, mais si ça acte formellement dans les textes l'indépendance des États-Unis, ça n'acte pas l'indépendance des États-Unis dans les mémoires, en tout cas oui, sur le plan mental. Les États-Unis restent en effet extrêmement attachés à l'ancienne puissance coloniale, en l'occurrence le Royaume-Uni, parce qu'ils parlent la même langue, parce qu'ils ont les mêmes habitudes, et parce qu'une bonne partie de leur économie repose encore sur les importations qui viennent du vieux continent, et notamment du Royaume-Uni. Il y a à l'époque deux forces politiques qui s'opposent au sein des États-Unis. Il y a le Parti fédéraliste qui est le parti des pères de la Révolution américaine, mais qui n'entend pas rompre complètement les ponts avec l'ancienne métropole. Et puis, il y a un second parti qui apparaît à la fin du XVIIIe siècle, qui est le Parti républicain-démocrate, qui est l'ancêtre à la fois du Parti républicain et du Parti démocrate actuel, qui est un parti qui se veut davantage révolutionnaire et qui espère, lui, très clairement, rompre les ponts avec le vieux continent, la vieille Europe, et avec l'ancienne métropole. Donc on a donc deux entités politiques qui s'affrontent dans les urnes et qui s'affrontent aussi d'un point de vue idéologique, puisqu'on voit que leurs projets de civilisation, de société, ne sont pas forcément les mêmes. Est-ce que cette guerre de 1812 commence vraiment en 1812 ou il y a déjà des événements qui permettent de... Alors, la guerre démarre formellement en 1812, mais effectivement... Tout le début du XIXe siècle est marqué par des rivalités, des accrochages entre le Royaume-Uni d'un côté et les jeunes États-Unis de l'autre. Parce que le Royaume-Uni est où dans le Nord, le Royaume-Uni est dans le Nord, c'est-à-dire au Canada, et sur les mers. Oui. N'oublions pas que la grande puissance maritime de l'époque, et surtout après Trafalgar, c'est vraiment les Britanniques. Et on a donc un certain nombre d'incidents de frontières, on a un certain nombre surtout d'incidents maritimes. Le plus sérieux en date étant celui de 1807, qui voit la marine britannique intervenir dans les eaux territoriales américaines sur un navire de guerre américain qui est suspecté d'abriter, suspecté vraisemblablement à tort, mais peu importe, en vertu du droit, mais qui est suspecté d'abriter des déserteurs de la Royal Navy.
Il y a bien d'autres incidents qui se déroulent, avec des navires américains qui sont arraisonnés par la Royal Navy, qui affectent de ne pas reconnaître le drapeau américain comme étendard souverain. Donc on a un conflit en gestation, je dirais grosso modo à partir de 1805 jusqu'en 1812. On a 7 années qui sont assez denses sur le plan des provocations maritimes et des provocations terrestres de la part des Britanniques. Et le parti républicain-démocrate, c'est lui qui remporte les élections? Il est au pouvoir au moment où la guerre commence? Alors, il est au pouvoir au moment où la guerre commence, il est au pouvoir même avant, mais il est bien conscient de sa faiblesse relative sur le plan militaire et naval, ce qui l'empêche de réagir tout de suite. Donc on a une montée en puissance qui se fait dans les 8-9 années qui précèdent le conflit. Alors, comme souvent, dans les guerres déclarées par les États-Unis, il y a toujours un petit événement qui met le feu aux poudres. Puis derrière, il y a des buts de guerre avoués ou inavoués. Donc là, déjà, quels sont les buts de guerre des États-Unis avant la rentrée? Est-ce qu'il y a une expansion territoriale? C'est purement une indépendance économique? Alors, du côté des États-Unis, il y a plusieurs objectifs de guerre. Il y a effectivement acquérir une indépendance économique pleine et entière vis-à-vis de l'ancienne métropole. Et puis, très rapidement, les États-Unis qui s'imaginent un petit peu invincibles, c'est d'ailleurs un thème qu'on retrouve assez souvent dans l'histoire militaire américaine, verraient d'un assez bon œil l'annexion du Canada. Voilà. Du côté britannique, on a une autre vision des choses, évidemment, puisque les Britanniques verraient plutôt une occupation britannique de tout l'actuel Ouest américain, pour obliger les 13 colonies qui ont fait sécession à rester finalement confites sur leur territoire et à s'éteindre tout doucement, ou en tout cas à devenir de plus en plus dépendantes de l'ancienne métropole. Donc on a vraiment deux objectifs de guerre extrêmement opposés. D'accord. Et alors, ça commence comment? Alors en fait, il y a une déclaration de guerre officielle? Alors il y a une déclaration de guerre officielle, mais en fait, en 1811, il y a un chef indien, le chef indien Tecumseh, qui a réuni autour de lui un certain nombre de tribus et qui a créé une confédération indienne. Et cette confédération indienne, qui est vraiment un embryon d'État indien au sens presque moderne du terme, cherche des alliés. Évidemment, les Britanniques sont trop heureux de pouvoir aider les Indiens contre les jeunes États-Unis et ils fournissent une aide logistique, mais surtout une aide territoriale à Tecumseh, dont une bonne partie des bandes des tribus indiennes peuvent trouver refuge en territoire canadien. Tout ça, bien évidemment, exaspère les sentiments américains. Et ça contribue, si vous voulez, à la fameuse montée en puissance de l'exaspération américaine qu'on a vu naître avec les différentes interventions de la Royal Navy sur des navires américains. Et en 1812, il y a les élections présidentielles aux États-Unis qui voient la victoire de Madison, qui est le candidat du Parti républicain-démocrate. Et Madison décrète, dans les 2 mois qui suivent son élection, qu'il faut entrer en guerre pour finalement châtier les Britanniques. D'ailleurs, l'opposition fédéraliste à Madison, au début du conflit, appelle cette guerre la Madison's War, la guerre de Madison. On n'est pas du tout dans un schéma où il y a une nation en armes unanime qui se range derrière un seul et même drapeau. Il y a une bonne partie de la population américaine qui, à l'époque, est très sceptique sur les objectifs de guerre menés par les républicains démocrates. Ok. Et alors, c'est vrai qu'on se dit ça tombe assez mal finalement pour l'armée britannique, parce que nous sommes en 1812. Sur le théâtre européen, c'est la guerre contre Napoléon, qui lui-même est empêtré dans la campagne de Russie. Donc finalement, les Britanniques sont sur 2 fronts. Alors, ils ont du monde Alors, les Britanniques sont sur 2 fronts. Ils ont quelques troupes au Canada, mais il y a notamment beaucoup de milices territoriales au Canada. Mais les Américains sont guère plus armés, si je puis dire. C'est une armée de combien d'hommes? C'est une armée d'à peu près 3200 hommes, l'armée américaine. Donc, c'est pas une grosse armée, c'est tout petit. Il ne faut pas oublier que les pères de la Révolution américaine ont toujours été très sceptiques à l'égard d'une armée de métier.
Je crois que c'était Benjamin Franklin qui avait qualifié les militaires de métier de myrmidons de la liberté, hein, c'est-à-dire de gens qui sont toujours prêts à trahir la liberté. À tel point que à la fin du XVIIIe siècle, l'armée américaine est même tombée à son plus bas niveau en termes de recrutement, puisque l'armée américaine ne comptait que l'armée régulière, hein, je ne parle pas des milices, l'armée régulière américaine ne comptait que 83 hommes. Les États-Unis, entendant ne faire porter leur effort de guerre et de défense uniquement sur les milices des 13 États. Oui, donc il y a des milices aussi qui sont importantes. Donc voilà, il y a par contre les milices qui sont un réservoir beaucoup plus important. Donc là, on peut estimer à l'époque que les États-Unis sont capables d'aligner à peu près 50 000 hommes de milices. Hein, voilà. Mais avec, d'un point de vue des milices, on n'a pas affaire à une vraie armée, c'est-à-dire on a affaire à des gens qui sont commerçants, artisans, paysans, qui vont de temps en temps faire quelques manœuvres avec une pétoire, qui en plus rechignent à aller se battre en dehors de du secteur où ils habitent. C'est-à-dire qu'on a affaire en fait à une toute petite armée qui a de grandes ambitions. Et c'est ce qui va coûter assez cher aux États-Unis sur le plan terrestre dans les débuts de la guerre, puisque les Américains, les officiers américains regardent les effectifs sur papier, qui s'élèvent à plusieurs dizaines de milliers d'hommes, miliciens compris. Mais la valeur combative de cette troupe est très très faible, ou en tout cas très très variable. Et c'est ce qui explique les déboires dans les premiers mois de la guerre des troupes américaines qui enchaînent défaite sur défaite face à des miliciens canadiens qui, à la limite, peut-être perçoivent davantage le but de leur résistance, qui est clairement de sauvegarder leur liberté par rapport à des États-Unis qui apparaissent comme très agressifs. Et les troupes indiennes également aux côtés des Britanniques. Et les troupes indiennes au niveau des Britanniques. Les Américains ont des Indiens ? Non. Les Américains n'ont pas d'Indiens. Les massacres de leur côté, donc voilà, pas tout faire. Ils ont peut-être quelques éclaireurs ici et là, mais il n'y a pas formellement de troupes indiennes engagées massivement du côté américain. Les troupes indiennes sont engagées beaucoup plus massivement du côté britannique. Alors je voudrais revenir à l'Europe, parce que ça me paraît important également. Alors, en Europe, c'est le blocus continental. Est-ce que les États-Unis sont également victimes de ce blocus ? Est-ce que la situation en Europe est également un des facteurs du déclenchement de la guerre ? Alors, incontestablement, je pense que Madison et son état-major se sont dit que, puisque les Britanniques étaient occupés aussi sur le continent européen, c'était le bon moment pour déclencher une intervention contre le Canada. À l'époque, l'économie américaine est très très liée avec l'économie européenne. Donc, incontestablement, tout ce qui peut découler du blocus continental a des répercussions sur l'économie américaine. Mais, très paradoxalement, à l'issue de la guerre de 1812, enfin de 1812-1814, hein, parce qu'elle se termine en 1814-1815, l'économie américaine en sortira renforcée. En sortira renforcée parce que l'économie américaine vise beaucoup d'importations. Or là, ils vont être obligés de produire leur propre... Donc ils développent une industrie. Donc ils vont développer une industrie à ce moment-là. La naissance de l'industrie américaine découle directement du conflit de 1812. Alors, nous n'allons pas détailler l'ensemble des opérations militaires, ça serait un petit peu long. Donc, vous dites, au début, les Américains sont en difficulté. Est-ce que la situation se retourne ? Est-ce qu'il y a vraiment des grandes batailles décisives, aussi bien sur terre que sur mer ? Alors, sur mer, il n'y a pas de grandes batailles décisives, mais alors, paradoxalement, sur mer, la toute petite marine américaine, qui s'appuie beaucoup sur les corsaires, va remporter un certain nombre de succès significatifs. Et va même se permettre d'aller intervenir en pleine mer d'Irlande, c'est-à-dire vraiment dans le sein des seins des eaux territoriales britanniques. Sur le plan terrestre, il y a quelques grandes batailles à citer. Alors, il faut savoir que, par exemple, Washington, la capitale fédérale américaine, est prise par les Britanniques à l'issue d'une campagne amphibie assez audacieuse, et que la Maison-Blanche est même incendiée à cette occasion. La Maison-Blanche brûle, on n'est pas dans un film de science-fiction. La Maison-Blanche brûle. Voilà, c'est pas Mars Attack, voilà, c'est vraiment... Elle est incendiée par les Britanniques à ce moment-là. Ouais. Elle sera reconstruite à l'identique, hein, mais voilà, la Maison-Blanche est incendiée. Il faut citer le siège de Baltimore, hein, donc les Britanniques qui mettent le siège devant Baltimore. C'est à l'occasion du siège de Baltimore que sera composé l'actuel hymne américain.
Et puis, il y a une bataille qui, en tant que Français, en tant que francophone, doit nous tenir un peu à cœur, qui est la bataille de la Nouvelle-Orléans. Oui. Alors, c'est une bataille pour rien, parce qu'en réalité, lorsqu'elle se passe, la paix est déjà signée à Gand, en Belgique, mais du fait des, il y a bien 3 semaines de délai. Voilà, des délais d'information, la nouvelle n'est pas encore connue sur place. C'est une bataille qui oppose un corps expéditionnaire britannique assez important, de plus de 5000 hommes, qui a été débarqué en Louisiane, qui marche sur la Nouvelle-Orléans. Sur la Nouvelle-Orléans, eh bien, les autorités américaines manquent cruellement de moyens pour riposter, parce que c'est une attaque qu'on n'attendait pas à cet endroit-là. Et les Américains vont solliciter la population francophone de Louisiane et de la Nouvelle-Orléans, notamment les baratariens, qui sont des flibustiers francophones français dirigés par les frères Lafitte, donc qui sont habitués aux armes et au combat, qui vont se rallier aux autorités américaines et qui vont vaincre les Anglais. C'est la plus grosse défaite militaire, d'ailleurs, enregistrée par les Britanniques durant ce conflit. La plus grosse défaite terrestre, c'est la bataille de la Nouvelle-Orléans. Mais je le répète, une bataille qui n'a pas changé la phase de la guerre, qui est intervenue après la signature de la paix. Alors justement, cette signature de paix, finalement, il n'y a ni vainqueur ni... Il n'y a ni vainqueur ni vaincu, c'est un statu quo antebellum, c'est-à-dire on en revient à la situation antérieure, il n'y a aucune modification de frontières. J'allais dire qu'il y a quand même des grands vaincus qui sont les Indiens. Puisque les Britanniques les laissent un petit peu tomber, qu'ils ont perdu beaucoup de leurs hommes et beaucoup de leurs illusions dans ce conflit. Mais entre les deux grandes puissances, il n'y a pas finalement il y a aucune modification d'équilibre. Si ce n'est que les Américains en sortent quand même avec une industrie renforcée, et puis un étonnant sentiment de fierté militaire. Ce qu'on ne peut pas leur enlever, parce que d'une certaine manière, ils ont aussi tenu tête à la première puissance économique, maritime et quasiment militaire du moment. Oui. Ils n'ont pas gagné la guerre, mais ils ne l'ont pas perdue. Et les Américains en retirent un vrai sentiment de puissance qui va ensuite illustrer tout le... Est-ce que c'est un événement fondateur? Est-ce qu'il y a vraiment une création? Parce qu'on parlait d'une armée de 3000 hommes, des milices qui ne sont pas très concernées par cette guerre. Mais est-ce que là, ça crée vraiment un sentiment national américain? Ça crée un sentiment national, et ce sentiment national va être notamment exacerbé par un personnage qui s'appelle Monroe, James Monroe, qui à l'époque va cumuler un certain nombre de postes durant la guerre. Il est ministre des Affaires étrangères pour le gouvernement américain. Il sera pendant quelques mois même ministre de la guerre. Donc c'est lui qui va mener en tant que ministre les opérations militaires. Et ce James Monroe est élu en 1817. 5 ans après le début de la guerre, est élu 2-3 ans après la fin, est élu président des États-Unis. Et Monroe a suivi d'assez près, évidemment, par ses fonctions ministérielles, le déroulement de la guerre. Et lui aussi, il en tire la conviction intime que les États-Unis doivent guider le continent américain pour se libérer, en fait, de toute tutelle coloniale. Il théorise cela. Il théorise ça à travers en 1823 ce qu'on va appeler la doctrine Monroe, qui est une doctrine, pour faire simple, c'est-à-dire l'Amérique aux Américains. Alors, l'Amérique aux Américains, sous la bannière étoilée, entendons-nous bien, il ne s'agit pas pour les États-Unis, il ne s'agit pas que les Mexicains ou les Péruviens aient les mêmes droits que les États-Unis. Mais grosso modo, c'est un petit peu ça. L'Amérique aux Américains, que les Européens se mêlent de leurs affaires en Europe, les Américains sont assez grands pour s'occuper de leurs affaires en Amérique. Donc là, c'est vraiment l'affirmation. C'est vraiment l'affirmation d'une vraie indépendance. D'une vraie indépendance. C'est pour ça que la guerre de 1812 est parfois appelée la seconde guerre d'indépendance, parce que là, réellement, il y a une volonté de rupture complète avec l'ancien continent et avec l'ancienne métropole. Bien. Alors, on va faire un petit retour en arrière, revenir en 1800. Avec la première intervention des États-Unis à l'extérieur. Pour nous, Français, c'est assez parlant, parce que c'est bien loin de chez eux, mais c'est proche de chez nous, c'est sur les côtes d'Afrique du Nord. La première intervention américaine, ils ont devancé la France de 30 ans.
c'est sur les côtes d'Afrique du Nord, en Algérie, en Tunisie et Tripoli. Tout à fait, oui. Alors c'est une intervention. Alors il faut se remettre dans le contexte historique de l'époque. À l'époque, l'Afrique du Nord, ce sont les pirates barbaresques. Ce sont les pirates barbaresques. En fait, les régences barbaresques qui sont formellement sous contrôle turc, sous contrôle turc, mais qui en réalité sont largement indépendantes et qui mettent le trafic méditerranéen en coupe réglée. Oui, ils ne vivent que de la piraterie. Qui ne vivent que de la piraterie, et voilà, et des tribus qui sont prélevées ici ou là sur les puissances européennes voilà. Et les États-Unis font partie des puissances assujetties à tribus. C'est-à-dire la tribu, c'est-à-dire qu'ils payent pour ne pas être attaqués. D'accord. Et à un moment, le bey de Tripoli, donc en Libye actuelle, décide d'augmenter, c'est le fait du prince, le tribut des Américains. Ceux-ci, évidemment, rechignent et décident d'envoyer en Méditerranée une escadre militaire pour ramener ce souverain barbaresque à la raison. Et s'ensuit une guerre entre les États-Unis et la régence barbaresque de Tripoli. Donc là aussi, on se sent presque projeté sur des événements beaucoup plus proches avec la Libye. Donc là, il y a un certain nombre de combats navals qui se déroulent, etc. Tout ça reste encore très indécis. Et puis, il va y avoir le débarquement d'un corps expéditionnaire américain sur le sol libyen, qui va marcher en direction de Tripoli et qui va remporter une bataille terrestre, la bataille de Derma, qui est la première bataille terrestre remportée par les Américains sur un sol étranger. Voilà, donc ça a marqué d'une petite pierre blanche, c'est symbolique. Mais voilà, à l'issue de ces quelques années de guerre plus ou moins larvée, d'affrontements maritimes, finalement, le dey de Tripoli va renoncer à réclamer tribut aux Américains. Oui, donc là, on a vraiment tout de suite l'affirmation d'une puissance, faut pas nous embêter. Et puis, exactement. Alors, l'affirmation face à un adversaire qui est de taille modeste, c'est la régence de Tripoli, mais on a déjà, cette volonté de s'affirmer en tant que nation indépendante qui ne laissera rien passer. À partir de ce moment-là, les navires américains ne sont plus inquiétés. Ne sont plus inquiétés. Alors, ils le seront encore un petit peu à l'issue de la guerre de Tripoli, puisqu'il y aura une seconde guerre barbaresque en 1815, qui va durer très peu de temps, je veux dire, qui se réglera avec le bombardement des régences qui renonceront définitivement à toute prétention. Bien. Et donc, alors après, on va revenir. Après la guerre de 1812, les États-Unis ont affirmé donc leur indépendance, la frontière nord est stabilisée, ils vont se tourner vers le sud. Et le sud, c'est le Mexique, qui à l'époque est beaucoup plus grand qu'aujourd'hui. C'est le Texas, voilà. Vous allez me corriger, le Texas, la Californie ou la Basse-Californie. Oui, il y a le bassin californien, il y a le Nouveau-Mexique, voilà. Tout ça appartient au Mexique. Tout ça appartient au Mexique, donc. Avec là aussi des frontières qui sont loin d'être complètement figées. Mais il y a le Texas, effectivement. Et il faut savoir que le Texas, alors c'est assez paradoxal, le Texas accueille à partir de la fin des années 1820, début des années 1830, accueille une immigration américaine massive. Donc anglophone, d'origine européenne. Non hispanophone, quoi. Non hispanophone. Quand je dis massif, c'est qu'on estime qu'en 5-6 ans, il y a à peu près 30 000 colons qui s'installent au Texas. Le Mexique décide de réagir en disant on va installer des barrières douanières et on va installer des frontières un peu sécurisées pour empêcher cet afflux de migrants américains massifs sur le sol mexicain. Une petite précision, le Mexique est un État fédéral à l'époque déjà, Le Mexique essaye d'être un État, c'est déjà ça. Non, le Mexique sort d'une guerre d'indépendance. Il y a eu des affrontements entre régimes. Ça a été un empire. Il y a un premier empire avant Maximilien. D'accord. Ça a été un empire. Là, c'est une république autoritaire dirigée par le général de Santa Anna. Voilà. Et donc là, les immigrants américains, on a une situation assez amusante, puisque en fait, c'est le Mexique qui décide de mettre un coup d'arrêt à l'immigration américaine sur son sol. Voilà. 200 ans ensuite, on a la situation exactement inverse, mais voilà, le Mexique s'estimant dans son bon droit. Pour un certain nombre de colons texans, c'est inadmissible.
Et donc, il commence à y avoir des ferments de rébellion de la part de ces colons américains installés au Texas, en disant c'est inadmissible, on empêche des citoyens américains de franchir la frontière, de venir s'installer au Texas, de venir nous aider, etc. Et l'idée germe d'une indépendance du Texas. Qui est formalisée en 1835, où les colons américains proclament l'indépendance du Texas. C'est l'affaire. Une vraie indépendance, c'est-à-dire une vraie indépendance avec un État, un gouvernement. Il ne se rattache pas aux États-Unis. Il ne se rattache pas aux États-Unis, non. Alors c'est une situation historique que tout le monde connaît bien, hein, parce que c'est là que se situe l'affaire de la bataille du Fort Alamo. Avec le fameux David Crockett. Et le fameux David Crockett, oui, en 1836, où un certain nombre d'indépendantistes texans aidés, d'où la présence de David Crockett, par beaucoup d'Américains qui ont franchi la frontière, essayent de créer un abcès de fixation à Fort Alamo pour laisser le temps à l'armée indépendantiste texane de s'organiser face aux Mexicains. Alors je passe sur les péripéties, Alamo tombe, la garnison est massacrée, mais 2 mois plus tard, les indépendantistes texans remportent une victoire aussi inespérée que spectaculaire, et le Mexique, bon an, mal an, laisse tomber, abandonne ses prétentions sur le Texas, ou en tout cas abandonne temporairement ses prétentions sur le Texas, et le Texas devient un État indépendant, avec un gouvernement, un drapeau, un hymne, une représentation diplomatique. C'est-à-dire que la France de Louis-Philippe à l'époque envoie un consul qui représente la France dans la République du Texas. Le Texas va rester indépendant une petite dizaine d'années parce que la population d'origine anglo-saxonne sur place, en fait, est tiraillée entre 2 aspirations. D'une part, une aspiration de constituer un État indépendant en tant que tel, une république texane. Et puis, pour un certain nombre d'entre eux, l'idée est que cette république texane n'est pas viable et qu'elle doit se raccrocher à terme aux États-Unis. Et c'est finalement ce qui se passe. Alors, il y a des confrontations électorales entre les 2 camps. Et en 1846, les tenants du rattachement aux États-Unis gagnent les élections et proclament leur rattachement aux États-Unis. Ce que le Mexique, qui avait encore quelques restes d'ambition sur le Texas, ne peut absolument pas supporter. Et tout ça aboutit à une guerre entre, d'une part, les États-Unis, d'autre part, le Mexique. Guerre qui sera remportée par les Américains, avec une petite différence notable par rapport à 1812, c'est que l'armée américaine n'est guère mieux organisée qu'en 1812, puisque ça se voit notamment sur le tableau des pertes militaires. Il y a assez peu de tués dans les combats. 4/5 des pertes américaines sont dues à des accidents ou à des maladies, ce qui dénote quand même une mauvaise organisation globale de la troupe. Mais par contre, les Américains, contrairement à ce qui s'est passé en 1812, prennent très vite l'ascendant sur les Mexicains, et c'est eux qui vont en fait décider du rythme du conflit. Voilà. Et en 1848, le Mexique s'incline et renonce pour le coup définitivement à toute prétention sur le Texas. S'ils avaient su ce qu'il y avait dans les sous-sols, peut-être que ce serait accroché un peu plus. Et pour la Californie, c'est grosso modo le même... Alors la Californie, en fait, il y a aussi un peuplement anglo-saxon qui se fait assez rapidement. Là, ça ne débouchera pas sur une guerre. Il y aura quelques incidents de frontières, mais l'indépendance, la Californie n'est pas du tout on n'est pas du tout dans le même scénario. Il y a peu de personnes qui souhaitent l'indépendance de la Californie, et assez rapidement, une fois les populations anglo-saxonnes bien installées en Californie, leur attachement se fera de manière très naturelle. Alors après, donc, le Nord, le Sud, lorsqu'on observe toute l'histoire au XIXe siècle, c'est festival. Il y a une liste d'interventions, j'ai lu dans votre article, alors je ne vais pas noter les spectateurs, mais nous avons des interventions au Pérou, à Sumatra, au Fidji, en Micronésie, en Chine, au Nicaragua, en Argentine, au Japon, en Uruguay, au Panama, Paraguay, Formose, Taïwan, en Colombie, en Corée, en Honolulu, Haïti, Samoa, au Chili, et tout ça tout au long du XIXe siècle.
siècle. Alors, on ne va pas rentrer dans le détail de chacune, on va faire des petits focus sur 2 ou 3. Mais déjà, est-ce qu'il y a un fil conducteur sur toutes ces interventions? Est-ce qu'il y a des points, est-ce qu'on relève des points communs? Alors, le fil conducteur est le suivant à mon sens, c'est que on a vu que la doctrine Monroe, c'était finalement l'Amérique aux Américains. Et on voit à travers ces différentes interventions que la doctrine Monroe est en train de dévier tout doucement. Et c'est plus uniquement l'Amérique aux Américains, c'est le droit pour les États-Unis, le droit qu'ils s'arrogent eux-mêmes, d'intervenir partout où ils estiment que leurs intérêts sont menacés ou partout où ils estiment qu'ils ont des intérêts, tout bêtement. Alors, est-ce que vous avez quelques exemples? Alors, c'est très flagrant, par exemple, dans le cas du Nicaragua, où les Américains vont intervenir de manière très récurrente, estimant que le Nicaragua fait partie est une zone stratégique pour eux. Et puis ils ont continué d'ailleurs ils ont continué au XXe siècle, oui. Bien sûr. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans pratiquement toutes ces zones d'intervention, on retrouve les zones d'intervention fortes des États-Unis tout au long du XXe siècle. À peu de choses près. Là, ils vont en Chine, ils vont au Japon, ils vont en Angola, ils vont en Égypte, mais ils vont aussi beaucoup en Corée. On retrouve vraiment le schéma des interventions. Et à chaque fois, ce sont des intérêts économiques qui sont soit menacés par quoi? Par des ruptures de conventions commerciales? Oui, alors parfois les États-Unis ont parfois arraché des accords commerciaux un peu par la force. Les gouvernements locaux souhaitent revenir sur la situation. On verra, c'est le cas à Hawaï par exemple. Et à ce moment-là, les États-Unis s'estiment lésés qu'un gouvernement veuille finalement renégocier un traité et intervienne militairement. Donc on intervient militairement, on dit on est là, on fait... Et puis on force à signer un autre accord? Oui, alors c'est par exemple, ce sera le cas en Chine, où les Américains pratiquent la diplomatie de la canonnière. C'est-à-dire, en fait, on oblige à la signature d'un traité, et puis lorsqu'on veut soi-même réviser ce traité, ou lorsqu'on n'est pas content, ou lorsque les autres co-signataires veulent le réviser et qu'on n'est pas d'accord, on envoie une escadre militaire qui bombarde le port, et on s'arrange pour re-signer quelque chose derrière. Donc voilà, c'est comme ça que procèdent les Américains, d'où le développement d'ailleurs de la puissance navale américaine à l'époque, pour lui permettre d'intervenir dans toutes ces zones. Alors, est-ce qu'il commence déjà à se cacher derrière l'Empire du Bien? Enfin, c'est ce que nous évoquions la semaine dernière avec Philippe Conrad, la fameuse destinée manifeste. Est-ce qu'elle rentre en ligne de compte pour ces interventions? Alors, pas toujours. Pas toujours. Pas toujours, mais beaucoup des interventions, je veux dire, passent complètement inaperçues. Oui, parce que ça concerne très peu d'hommes. Ça concerne très peu d'hommes, c'est des petites interventions ici ou là. Mais très rapidement, de toute façon, les Américains vont toujours habiller leurs interventions, vont toujours les parer effectivement, d'interventions pour sauver leurs ressortissants, pour sauver telle ou telle mission religieuse, pour intervenir pour le bien de ceci, le bien de cela. Enfin, il y a toujours une explication qui est donnée. Alors, on va faire quelques petits focus sur trois interventions intéressantes. Donc, les Philippines. Qu'est-ce qui s'est passé dans les Philippines? À quelle date? Alors, les Philippines, ça se produit dans le contexte de la guerre hispano-américaine. Dans le cas donc de la guerre avec Cuba aussi. Voilà, avec Cuba, donc on va parler des deux. Le même ensemble. Voilà, on va parler des deux. Alors, Cuba et Philippines. Alors, en fait, ce qui se passe, c'est à la fin du XIXe siècle, il n'y a plus qu'une seule puissance coloniale européenne qui est présente de manière encore significative sur le continent américain. C'est l'Espagne. Les Britanniques sont encore présents par l'intermédiaire du Canada, mais le Canada, depuis 1868, est devenu largement est un dominion, c'est-à-dire qu'il a acquis une indépendance. La France est encore présente un peu dans les Antilles ou en Guyane, mais on ne peut pas dire qu'elle représente un vrai danger sur le plan de l'équilibre américain. Reste l'Espagne. L'Espagne qui, à l'époque, sur le continent américain, contrôle encore Cuba et Porto Rico. Oui. Et ça fait longtemps que les Américains lorgnent sur Cuba. Quand je dis ça fait longtemps que les Américains lorgnent sur Cuba, c'est qu'ils lorgnent sur Cuba depuis avant la guerre de sécession. Puisqu'à l'époque, certains sudistes avaient envisagé l'annexion de Cuba
pour en faire un État sécessionniste et contrebalancer les États nordistes abolitionnistes. Donc, l'annexion de Cuba est quelque chose qui résonne depuis longtemps dans les oreilles américaines. Et à l'époque, Cuba est agité il y a un petit mouvement nationaliste indépendantiste cubain qui pèse assez peu politiquement comme militairement, mais auquel les Américains s'intéressent. Et ils apportent un petit appui ici ou là, conjoncturel, mais sans plus. Et puis il se produit en 1898 un événement accidentel, on le sait maintenant, qui est l'explosion d'un navire américain dans la rade du port de la Havane, le Maine. La chaudière explose. On sait aujourd'hui que c'est un simple accident. À l'époque, la presse américaine, qui est à l'affût du moindre incident, s'en empare et décrète que ce sont les autorités espagnoles qui ont fait sauter le navire américain. Donc c'est un acte de guerre sans déclaration de guerre, et la presse américaine fait ses titres là-dessus, chauffe son opinion publique à blanc, et les États-Unis rentrent en guerre contre l'Espagne. Donc il y a un corps expéditionnaire qui débarque à Cuba pour briller les indépendantistes cubains. La guerre va durer 4 mois entre les États-Unis et l'Espagne, c'est une guerre assez courte. Le pauvre royaume espagnol de l'époque est certainement pas en état de se battre, et de se battre en plus aussi loin de sa base continentale, de sa base métropolitaine. Et en 4 mois, l'affaire est pliée. Les Américains donc occupent Cuba, Cuba, où est proclamé un État indépendant, mais on sait bien ce qu'il en est. En fait, Cuba restera sous tutelle américaine jusqu'à Fidel Castro. C'est étonnant qu'il n'ait pas intégré finalement dans la... Alors finalement non, parce que je pense que... L'État comme ils l'ont fait pour Porto Rico. Alors voilà, ils annexent aussi Porto Rico, et on sait que Porto Rico est toujours sous tutelle américaine, mais notez bien que... C'est pas un État... C'est pas un État, non. C'est un statut particulier. Porto Rico n'est pas un État de l'Union. Et je pense que ce qui a dû gêner l'Amérique ouest de l'époque, c'était probablement le fait qu'il y ait une population latino-américaine trop dense. Et trop catholique, peut-être. Trop dense, trop catholique sur place, d'où l'absence d'annexion. Et puis dans la foulée, parce qu'ils vont aussi en profiter pour annexer l'île de Guam, qui est toujours sous tutelle américaine, et puis les Philippines. Alors, les Philippines, où là aussi, d'ailleurs, il y a un gouvernement nationaliste, indépendantiste qui s'est constitué, qui, dans un premier temps, soutient l'intervention des Américains, parce qu'ils s'imaginent que les Américains vont chasser les Espagnols, ils vont leur remettre le pouvoir. Et en fait, en ce qui concerne les Philippines, les Américains n'entendent pas du tout installer un gouvernement nationaliste sur place, parce que probablement ça leur semble trop loin de leur base. Donc trop compliqué à gérer par État ou chef d'État interposé. Et donc il y a une annexion pure et simple des Philippines, ce qui d'ailleurs entraîne pour le coup un second conflit entre nationalistes philippins et américains, conflit qui formellement se termine en 1903, mais qui dans les faits va encore continuer pratiquement jusqu'à l'aube de la Première Guerre mondiale. Et donc concernant Hawaï ? Alors, Hawaï est dans une situation un peu particulière. Hawaï est à la fin du XIXe siècle une monarchie. Et l'île intéresse fortement les Américains parce qu'elle est située stratégiquement en plein milieu du Pacifique et donc permet de rayonner très, très, très au large. C'est pas pour rien qu'à travers Pearl Harbor, par exemple, les États-Unis vont installer une énorme base militaire navale à Hawaï. L'île est déjà économiquement un peu sous la tutelle américaine. Il y a beaucoup de planteurs américains qui se sont installés. Il y a une communauté américaine assez importante qui est installée dans l'île. Et ils ont fini par extorquer à la reine, puisque c'est une souveraine qui règne sur Hawaï, par lui extorquer un certain nombre d'accords commerciaux qui sont tout à l'avantage des États-Unis. Et cette pauvre reine décide à un moment, poussée par une partie de son gouvernement, de revenir sur ces accords qui sont extrêmement déséquilibrés. Là, les États-Unis ne l'entendent pas du tout de cette oreille, évidemment. Ils fomentent, en s'appuyant sur la communauté américaine qui réside à Hawaï, ils fomentent une révolution de palais qui voit la reine renversée. Il y a un gouvernement qui est mis en place, qui est dirigé d'ailleurs par un Américain, qui est né à Hawaï, mais c'est un Américain, un anglo-saxon, qui prend la tête du nouveau gouvernement hawaïen et qui est chef de l'État pendant 1 an, puisqu'au bout d'1 an, il demande aux États-Unis l'annexion
du pays dont il est président de la République. Voilà. Et c'est fin de l'indépendance hawaïenne. Mais Hawaï qui devient un État assez tard, finalement. Alors qu'il deviendra un État dans les années 50. 1950, donc un 19e siècle riche en événements pour les États-Unis, et on arrive à la veille de la Première Guerre mondiale. La puissance continentale, on peut dire qu'elle est complètement affirmée à ce moment-là. Alors, elle est complètement affirmée. Alors, je crois qu'il faut mettre en évidence 3 points à la veille qui préparent la Première Guerre mondiale. D'une part, je vais faire un petit retour sur la guerre de sécession. Oui. La guerre de sécession, c'est une guerre intra-américaine, même intra-états-unienne. Mais en 1865, à la fin de la guerre de sécession, l'armée américaine, on a vu que les Américains n'ont jamais été très, très, très fervents, en tout cas dans leurs premières années, d'une armée de métier. Et là, ils se retrouvent à la tête d'une armée de 800 000 hommes. Et ces 800 000 hommes, même si le nombre va être réduit à 250 000, c'est une armée comme ils n'ont jamais eu. Et donc, il y a la tentation, à mon sens, pour les Américains, à ce moment-là, de se dire, on a cet outil de 250 000 combattants, il faut l'employer. Ça, c'est le premier point. Le second point, c'est la révolte des boxers en Chine. À la fin du 19e siècle, tout à la fin du 19e siècle, début du 20e, la Chine est secouée par une révolte nationaliste qui s'articule autour d'une société secrète qui s'appelle la Société du point de justice et d'harmonie, et qui pratique une boxe rituelle, d'où le surnom qui sera donné par les Occidentaux de boxeur. Et ces sociétés mènent un soulèvement militaire, armé, contre la présence de plus en plus forte des Occidentaux qui dépaissent de plus en plus la Chine. C'est l'affaire du siège délégation, le fameux film Les 77 jours de Pékin. Bon. Et il y a une intervention conjointe de toutes les grandes puissances du temps. Les Allemands, les Britanniques, les Français, etc. Et les Américains qui sont sollicités pour la première fois de leur histoire pour faire partie d'une intervention interarmée. D'accord. Ce qui, là aussi, les place dans une position nouvelle. C'est-à-dire qu'ils sont considérés par leurs pairs européens comme une puissance militaire et économique à part entière, ce qui est très nouveau. Et puis le dernier point, c'est en 1904, le président Theodore Roosevelt, Teddy Roosevelt, qui connaît bien la guerre de 1812 parce qu'il y a consacré un livre, qui connaît bien l'intervention militaire à Cuba parce qu'il y a dirigé une troupe de volontaires, qui prononce un corollaire à la doctrine de Jeff Madison. De Monroe, oui. De Monroe, pardon, un corollaire à la doctrine de Monroe. Et ce corollaire passe, de manière officielle, fait passer les États-Unis de la simple défense des intérêts américains en Amérique à la défense des intérêts des États-Unis partout où ils pourraient être menacés dans le monde. C'est-à-dire que là, ça ouvre de manière gigantesque la porte ouverte à toutes les interventions américaines partout dans le monde sur le simple fait d'une suspicion, d'une atteinte aux intérêts américains, d'une atteinte réelle ou supposée aux intérêts américains. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ça a bien fonctionné. Ça a bien fonctionné. Et là, on voit bien que tout au long du 19e siècle, se développe, on voit une doctrine Monroe qui évolue et qui passe d'une simple volonté de contrôle continental à une volonté planétaire. Sylvain Roussillon, merci infiniment. Je renvoie à votre ouvrage donc, sur la guerre d'indépendance, la deuxième guerre d'indépendance américaine, celle de 1812, aux éditions Giovannangeli. Quant à nous, nous allons retrouver Christopher Lane et la petite histoire. En attendant, n'oubliez pas de cliquer sur le pouce levé sous la vidéo et de vous abonner à notre chaîne YouTube. À bientôt. On entend souvent dire que les Américains nous ont sauvé la mise en 1917 et en 1918, qu'ils ont libéré l'Europe. Eh bien, c'est justement ce qu'on va essayer de comprendre en observant quel a été le rôle des Samis, comme on les appelait, sur le théâtre européen. C'est parti.
La déclaration de guerre des États-Unis à l'Allemagne est prononcée en avril 1917 et c'est en juin, 2 mois plus tard, que le premier corps expéditionnaire américain débarque en Europe. C'est une force assez symbolique au départ qui va monter en puissance petit à petit. Par exemple, fin octobre, il y a seulement 41 000 soldats américains sur le sol européen, et en janvier 1918, 161 000, et même pas opérationnel en plus. Le rythme s'accélère après les grandes offensives du printemps 1918, et en septembre 1918, le corps expéditionnaire américain compte 1,5 million d'hommes, et à la fin de la guerre, un peu plus de 2 millions. Le premier combat, le premier engagement des Samis, a lieu du 28 au 31 mai 1918, en Picardie, près de Cantigny. Là, les Américains sont placés sur un secteur du front pour contrer l'offensive allemande, et le lendemain, ils prennent le village de Cantigny en question. Ensuite, il va y avoir une contre-attaque des Allemands, un bataillon va être envoyé en renfort, un bataillon commandé par Theodore Roosevelt Jr. Alors certes, c'est une action assez modeste, ces combats de Chantilly, mais pour la première fois, elle a été menée par uniquement des Américains, qui auront d'ailleurs à déplorer 199 morts et 1600 blessés. Voilà, les Américains ont fait leurs preuves. C'est ce que se disent les Alliés, mais ça n'est pas fini. Le premier fait de gloire des soldats américains en Europe, ce sera 2 semaines plus tard dans les fameux combats du bois Belleau, près de Château-Thierry. Le 27 mai, une grande offensive allemande est lancée, la 2e division américaine monte en première ligne pour soutenir les Français, et le 6 juin, la 4e brigade des marines, qui est installée près du bois, prend l'offensive et subit de lourdes pertes, plus de 1000 hommes hors de combat en une seule journée. Les 5e et 6e régiments de Marines poursuivent les combats et reprennent enfin le bois aux Allemands après 3 semaines de lutte acharnée. Au final, un bilan assez dur, ils auront perdu plus de 1000 hommes dans ce secteur, mais voilà, on reconnaît enfin le courage et la ténacité des Marines au combat. Les Américains vont ensuite participer en septembre à la fameuse reprise, à la réduction du saillant de Saint-Mihiel. Cette fois, c'est toute la première armée américaine qui est engagée de façon autonome, avec certes un appui d'artillerie et un appui aérien offert par les Français et les Britanniques. Alors c'était pas un gros combat épique légendaire, puisque les Allemands avaient déjà commencé à se replier avant l'attaque, et justement, quand l'attaque a été lancée, les Allemands ont été surpris en train de se replier, puisqu'ils avaient déjà conscience de la supériorité des Alliés dans ce secteur. Néanmoins, c'était pas une partie de plaisir non plus, 7000 pertes chez les seuls Américains. 2 semaines plus tard, la première armée américaine participe aux côtés de la 4e armée française à la grande offensive d'Argonne. Lors de cette offensive, la résistance allemande est très importante et l'attaque progresse lentement. Finalement, la forêt d'Argonne est reprise fin octobre 1918 et cette campagne aura été marquée par quelques exploits, quelques grands faits d'armes des troupes américaines. Alors au final, quel est le bilan de cette intervention américaine en Europe ? Les Américains ont prouvé qu'ils étaient capables de se battre, qu'ils étaient capables d'exploits, qu'il y avait de la bravoure et du courage chez leurs soldats. Néanmoins, ce qu'on ne peut que constater, c'est que malgré l'écrasante supériorité des Alliés, français, anglais, américains, les Allemands n'ont pas été balayés si facilement. Les combats ont été rudes et difficiles et lents surtout. Quant aux Samis, comme on les appelait, les soldats américains, ils ont été valeureux, certes, ils ont fait leurs preuves, ils ont été capables d'exploits, mais néanmoins ils étaient peu formés et paradoxalement, leur arrivée a plutôt affaibli l'armée française, comme je l'avais déjà dit dans une précédente vidéo, puisque il fallait leur fournir du matériel et une formation à ces petits gars. Au terme de la guerre, les Américains ont à déplorer 28 000 tués et 90 000 blessés. Donc au final, si on regarde bien, ils sont entrés en guerre très tard. Ils ont été poussés à la guerre par la campagne sous-marine allemande, qui s'attaquait aux navires neutres. Ils sont entrés en guerre très tard, et même lorsqu'ils ont déclaré la guerre, il a fallu attendre plusieurs mois avant qu'ils prennent part à de vrais combats. Et quand on regarde bien, ils n'ont pas été décisifs. Si on regarde l'ensemble de la guerre, ils n'ont pas été si décisifs que ça. Le mot de conclusion, ce sera donc respect aux marines, mais voilà, n'exagérons rien. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a informé sur cette période, c'était consacré aux Samis uniquement, j'allais pas vous refaire tout un topo sur la guerre et l'intervention des États-Unis. Mais voilà, comme c'est le centenaire, on est en 2017, 1917, il fallait bien en parler. J'espère que ça vous a plu. Partagez, mettez un pouce bleu, c'est important. Et je vous dis à la semaine prochaine.